Visez à être le meilleur, car si vous n'essayez même pas d'être le meilleur, vous ne serez même pas bon. Cette observation a été faite par tellement de personnes, dans tellement de domaines différents, qu'il vaut peut-être la peine de réfléchir aux raisons pour lesquelles elle est vraie. Même s'il peut sembler que vous vous chargeriez d'un lourd fardeau en essayant d'être le meilleur, dans la pratique, vous finissez souvent en tête. C'est excitant et étrangement libérateur. Cela simplifie les choses. D'une certaine manière, il est plus facile d'essayer d'être le meilleur que d'essayer simplement d'être bon. Une façon de viser haut est d'essayer de créer quelque chose dont les gens se soucieront encore dans 100 ans. Non pas parce que leurs opinions comptent plus que celles de vos contemporains, mais parce que quelque chose qui semble encore bon dans 100 ans est probablement, véritablement bon. Salut, j'espère que tu vas bien. On continue sur cette lancée d'analyse des essais de Paul Graham. Et là, on continue l'essai qu'on avait commencé la dernière fois sur comment faire du travail remarquable. J'ai commencé par te lire un court passage qui s'appelle « Viser à être bon et à viser à être le meilleur dans ton domaine ». Et ce passage, je t'avoue qu'il m'a un peu challengé parce que viser à être le meilleur et viser à être bon, je pense que ça dépend beaucoup des personnalités des gens, mais en tout cas pour moi, c'est pas quelque chose de naturel. Quand je me lance dans un domaine, j'ai pas la tendance naturelle à me dire « Ok, je vais être le meilleur » parce que, je sais pas, j'ai été exposé à beaucoup trop, peut-être de personnes ou de mentors ou de coachs qui m'ont dit « Bah, être le meilleur, c'est statistiquement trop difficile. Ce que tu peux tenter de faire, c'est simplement de t'équiper des compétences qui t'amènent le plus de résultats possible, donc qui ont le plus de chances de te servir. » Et de collecter ce type de compétences-là dans différents domaines sans forcément chercher à être à chaque fois bon. Mais là, la petite nuance que Paul Graham fait, et ce qu'il dit, c'est que si tu vises pas à être bon, si tu vises pas à être le meilleur, tu vas viser à être bon, et viser à être bon, par défaut, c'est trop bas en fait comme standard. Et en gros, ce qu'il nous dit, c'est une version de vise à être le meilleur parce que même si tu finis pas le meilleur, au moins c'est un peu cette métaphore de vise la lune et même si tu la rates, bah tu toucheras une des étoiles. Et c'est assez intéressant, mais du coup ça sous-entend que la discipline ou le problème sur lequel tu décides d'être le meilleur, il faut que ce soit le bon en fait. Il faut que ce soit quelque chose dans lequel tu aies un intérêt profond. Et donc là, on relie avec l'épisode du podcast précédent où il parle de comment est-ce que tu peux trouver vraiment le travail qui toi te parle et trouver le problème que tu vas chercher à résoudre pendant toute ta vie. Donc viser à être bon, en tout cas viser à être le meilleur, ok, mais il faut que ce soit sur des choses qui t'intéressent. Et à nouveau, on recoupe avec cette idée d'utiliser la curiosité comme ton gouvernail. Et ça me fait juste penser à une petite histoire, je me souviens en 2019, après des années à essayer de monter différents petits business sur YouTube, à créer des formations, je me suis résolu à l'idée qu'il fallait que je m'entoure d'un mentor justement, et donc là j'ai pris un coach. Et un des trucs que ce coach m'a poussé à faire à l'époque, je m'intéressais beaucoup au storytelling vidéo, je faisais beaucoup de vidéos sur YouTube, et voilà, je voulais être meilleur dans le fait de créer des vidéos cinématiques, documentaires. Et un truc sur lequel il m'a challengé, il m'a dit, mais si tu veux devenir vraiment bon là-dedans et en tirer un revenu, il faut que tu étudies le truc comme un malade mental en fait. Et il m'a vraiment convaincu dans l'idée de prendre la question à bras le corps et à me mettre à étudier des personnes qui enseignent le storytelling. Donc aux États-Unis, il y a notamment Robert McKee qui a un livre qui est très connu qui s'appelle Story, mais j'ai étudié aussi Brian McDonald, j'ai étudié aussi un petit peu de Joseph Campbell, et j'ai aussi étudié pas mal de gens qui font du storytelling mais vidéo. Donc un de mes plus grands mentors en vidéo, en tout cas de qui j'ai beaucoup appris, s'appelle Andrew St. Pierre White. C'est quelqu'un qui fait des documentaires, qui a eu une carrière à faire des documentaires à la télé britannique. Et j'ai énormément appris de ces gens-là. Et en rétrospective, je me rends compte que les créations que j'ai produites, les vidéos que j'ai produites à l'époque sur ma chaîne YouTube, il y avait vraiment une sensation d'upgrade par rapport à avant parce que j'avais mis le temps pour étudier ces gens-là, mais de façon presque, j'ai envie de dire, extrême. C'est-à-dire que dans ma tête, je m'étais vraiment dit, ok, il faut que je ponce le storytelling, il faut que j'apprenne, que je maîtrise ce sujet, mais comme jamais avant. Et une des raisons pour lesquelles j'étais aussi motivé, c'est aussi parce que je payais ce coach très cher. Et c'est là qu'en lisant ce texte de Paul Graham, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai,
euh, historiquement parlant, dans ma vie, j'ai eu une époque comme ça où quand j'ai consciemment visé à être le meilleur, eh ben, j'ai créé quelque chose de bien meilleur. Et une variante que j'aime bien, c'est cette idée de, si tu veux pas être le meilleur, vise au moins à créer quelque chose d'utile dans 100 ans. Si cette idée de viser à être le meilleur, si c'est un peu trop compétitif pour toi, si c'est un peu trop mindset anglo-saxon de ouais, I'm gonna be the best, et que ça te va pas, une approche plus douce ou plutôt une astuce pour te conditionner là-dedans, c'est de te dire ok, je veux créer quelque chose qui dans 100 ans est toujours pertinent. Tu sais, il y a cet effet Lindy qui dit, l'effet Lindy, c'est le fait de dire que le temps filtre la valeur. Si quelque chose qui est là depuis 100 ans est toujours utilisé, a de fortes choses d'être toujours utilisé dans 100 ans. Tu regardes le concept de la chaise, ça a été créé à l'époque, je crois, de la Rome antique ou même avant, et c'est toujours là aujourd'hui. Donc c'est un concept prouvé. Et donc quand tu te focalises sur le fait de créer, que ce soit des vidéos, écrire un livre ou j'en sais rien, une chanson qui sera toujours là, écoutée, appréciée, consommée dans 100 ans, tu te focalises sur créer quelque chose de qualité. Et donc, par définition, le corollaire, c'est que pour ça, tu dois être extrêmement bon. Ensuite, il y a un passage où Paul Graham nous parle de comment trouver son propre style et comment être unique. Ce qui est souvent important pour quelqu'un qui crée quelque chose, un jeune créatif, que ce soit à nouveau de la vidéo, de l'audio. Comment est-ce que tu fais pour trouver ton propre style et être unique ? Et il a un avis que je trouve très intéressant et qui recoupe avec quelque chose que j'avais déjà lu auparavant. N'essaie pas d'avoir un style distinctif dans ton travail. Donc, tu vois, déjà, il te dit, n'essaie pas d'avoir ton style. Essayez simplement de faire le meilleur travail possible. Vous ne pourrez pas vous empêcher de le faire d'une manière distinctive si vous faites le meilleur travail possible. C'est toujours Paul qui parle. Le style, c'est faire les choses d'une manière distinctive sans essayer de le faire. Essayer d'avoir un style unique, c'est de l'affectation. L'affectation consiste à prétendre que quelqu'un d'autre que vous fait le travail. Vous adoptez un personnage impressionnant mais faux. Et même si vous êtes satisfait du caractère impressionnant du travail, le caractère faux est ce qui apparaît dans l'œuvre. Ça me parle beaucoup parce que à une époque, quand je faisais encore des vidéos, quand je me suis lancé, j'ai commencé à faire des vidéos en 2015, il me semble. Et à l'époque, c'était la grande époque du vlog. Tout le monde faisait des vlogs sur YouTube et le king du vlog, c'était Casey Neistat avec vraiment ses vlogs cinématiques, ultra storytelling. Et je me souviens, à l'époque, j'essayais vraiment d'imiter cette personne. Et en même temps, j'essayais de l'imiter et en même temps, j'essayais vraiment d'avoir mon propre style et j'essayais d'ajouter mes propres touches, mais c'était très maladroit parce que je débutais juste, j'avais pas les bases, donc tout ce que je pouvais faire, c'était imiter et de manière assez grossière, essayer d'avoir mon propre style. Donc moi, mon propre style, c'était quoi ? C'était cette espèce de nonchalance, en fait, que j'avais, que je mettais dans mes vidéos. Quand je documentais mon quotidien d'étudiant à Agen, j'avais mon petit appart étudiant et je documentais comment j'allais dans les cours, comment on trichait dans les examens, comment entre midi et 2 on se retrouvait entre potes et on se faisait à manger tous ensemble dans la résidence universitaire. Donc je documentais tout ça et je faisais au mieux. Je voulais avoir mon propre style, mais c'était fait de façon très grossière en fait. Et là, Paul Graham nous dit, en fait, essaye pas d'avoir ton propre style, essaye juste de faire le mieux que tu peux dans ton art, dans ton œuvre. Et le style prendra soin de se trouver lui-même, en fait. Là, c'est Paul Graham qui lit à nouveau, qui écrit. La tentation d'être quelqu'un d'autre est plus grande chez les jeunes. Ils ont souvent l'impression d'être nuls. Mais vous n'avez jamais à vous soucier de ce problème, car il se résoudra de lui-même si vous travaillez sur des projets suffisamment ambitieux. Si vous réussissez un projet ambitieux, vous n'êtes plus personne, c'est vous qui l'avez fait. Alors faites simplement le travail et votre identité prendra soin de se cristalliser d'elle-même. Là, on a un paragraphe ultra intéressant qui parle de cultiver son innocence dans le domaine professionnel en préservant son informalité. C'est Paul Graham qui écrit. L'informalité est beaucoup plus importante que son nom grammaticalement négatif ne l'indique. Être informel n'est pas simplement l'absence de quelque chose, cela signifie se concentrer sur ce qui compte plutôt que sur ce qui ne compte pas. Ce que la formalité et l'affectation du style, c'est-à-dire vouloir être unique, c'est ce qu'on a vu juste avant, ont en commun, c'est qu'en plus de faire le travail, vous essayez de paraître d'une certaine manière alors que vous faites le travail. Mais toute l'énergie que vous investissez dans votre apparence est forcément enlevée à la qualité du travail. C'est l'une des raisons pour lesquelles les nerds ont l'avantage de faire du bon travail.
ils consacrent très peu d'efforts à paraître quoi que ce soit. En fait, c'est essentiellement la définition d'un nerd. Les nerds ont une sorte d'audace innocente qui est exactement ce dont vous avez besoin pour faire du bon travail. Cela ne s'apprend pas, cela se conserve depuis l'enfance. Alors chérissez-la. Soyez celui qui construit et présente les choses plutôt que celui qui reste les bras croisés et formule des critiques sophistiquées à leur égard. C'est assez bizarre comme conseil et assez encourageant quand tu entends ça d'un mec qui a fondé Y Combinator, qui est CEO comme ça, qui dit rester informel en fait, parce que être informel, je sais que je paraphrase, mais j'aime bien reformuler comme ça pour peut-être t'amener chaque idée d'une nouvelle manière. Donc pardonne-moi si je reformule et je paraphrase comme ça, mais il dit en gros, pour condenser tout ça, sois le plus informel possible. Parce qu'en essayant d'être formel, tu gaspilles de l'énergie que tu pourrais consacrer à être le meilleur et à mettre toute ton énergie dans ton art. Ne gaspille aucune énergie à essayer de paraître, mets toute ton énergie à créer la meilleure chose possible. Et ce qu'il dit, je trouve ça très très touchant, c'est pas quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se préserve de l'enfance. Et si je peux faire un parallèle avec ça, mais moi ça me rappelle énormément de situations que j'ai eues en Australie quand j'ai débarqué en Australie à 20 ans et que je suis arrivé à Sydney à 22h30, un petit Français avec ses 2 sacs à dos complètement Pomax, qui parle pas anglais et qui doit construire sa vie mais de zéro, tu vois. Et j'arrivais à Sydney, je venais juste de sortir de la gare du métro à King's Cross et ma vie démarrait en fait. Pendant un an, il fallait que je me construise toute une vie de A à Z. Et la stratégie principale que j'ai utilisée, c'était vraiment cette espèce de nonchalance, presque d'arrogance en fait dans la manière dont je cherchais du travail. Dès la première semaine, j'ai imprimé des CV et je débarquais dans tous les boutiques et dans tous les restaurants et je disais bonjour, est-ce que je peux parler au head chef, je cherche du travail et tout. Et je mettais aucune importance sur la manière de paraître, l'élégance et tout. C'était toute l'importance sur je veux du boulot, je sais que je peux vous aider, vous cherchez quelqu'un de sérieux, et ben je suis là. Donnez-moi du boulot en fait. Et j'ai pratiqué ça pendant toute ma période où je cherchais du boulot et ça a fonctionné systématiquement. Je trouvais vraiment un travail de manière très rapide pendant que, à chaque fois que j'arrivais à l'auberge de jeunesse, toujours j'entendais ouais c'est chaud de trouver du boulot et tout. Et bon, c'était des gens qui aussi, tu vois, d'un côté ils disaient ça et de l'autre côté ils faisaient la fête le soir et tout. Et moi j'étais hyper focus. Mais il y avait voilà cette espèce de nonchalance, d'arrogance, peut-être de confiance innocente que j'avais. Et je trouve que ça illustre bien ce que disait Paul Graham. Voilà, c'est ce qui définit presque les nerds, qu'ils sont pas socialement calibrés, ils font pas attention à ça. Tout ce qui les intéresse, c'est coder le meilleur programme possible. Et c'est quelque chose dont on peut s'inspirer dans notre chemin. Ensuite, il y a un passage qui parle de repartir de zéro et des moments où tu dois repartir de zéro, être prêt à abandonner et comment sortir des mauvais cycles. Vous devrez parfois recommencer les choses et vous n'y serez pas nécessairement obligé, mais vous devrez vous y préparer. Et cela demande un certain effort. Lorsqu'il y a quelque chose que vous devez refaire, les préjugés du statu quo et la paresse se combineront pour vous maintenir dans le déni. Pour vaincre cela, demandez-vous. Et là, il sort une phrase qui vraiment, si j'étais toi, je me la marquerais, je prendrais un carnet, je me la marquerais et j'utiliserais ça pour faire mes reviews de fin de semaine. Et c'est d'ailleurs ce que je fais. Chaque semaine, j'essaye de capturer vraiment des idées de à la fois ce que j'apprends et ce que je décortique pour enrichir mes reviews de la fin de semaine où je fais vraiment ces bilans et où je décide de quelle direction je vais prendre pour la semaine prochaine. Et là, il y a cette question qu'il donne qui permet vraiment de découvrir et de mettre le doigt sur est-ce que ce que je fais vraiment est vraiment le truc le plus important ou est-ce que je suis en train de me laisser distraire. Donc pour vaincre ça, demandez-vous, et là je rajouterai à la fin de chaque semaine, si j'avais déjà effectué le changement, voudrais-je revenir à ce que j'ai actuellement. Donc si j'avais déjà fait ce changement par rapport à cette situation dans laquelle voilà, je me sens mal, je sens qu'il y a un truc qui va pas, j'hésite à changer, mais ça fait longtemps que je bosse dessus et c'est douloureux l'idée d'abandonner est douloureuse. Si j'avais déjà effectué le changement, voudrais-je revenir à ce que j'ai actuellement. Et là, c'est Paul Graham qui ajoute à ça. Ayez la confiance nécessaire pour couper ce qui ne marche pas. Ne gardez pas quelque chose qui ne vous convient pas simplement parce que vous en êtes fier ou parce que cela vous a coûté trop d'efforts. Ça c'est intéressant aussi. Protège tes rêves en ayant toujours un stock de questions non résolues.
L'une des choses les plus mal comprises concernant les nouvelles idées concerne le rapport question-réponse dans leur composition. Les gens pensent que les grandes idées sont les réponses, mais souvent, la véritable perspicacité réside dans la question. C'est super intéressant. Une partie de la raison pour laquelle nous sous-estimons les questions est la façon dont elles sont utilisées dans les écoles. Ça, j'adore, tu vois, dans Paul Graham, c'est qu'il fait vraiment un effort de décortiquer le pourquoi des idées les plus fondamentales. C'est cette idée j'adore cette tendance chez les gens qui accomplissent de grandes choses, vraiment chez les intellectuels, de décortiquer les éléments, les aspects cachés derrière des idées qui nous paraissent aujourd'hui, qui sont tellement, qu'on considère comme les meubles en fait de la maison, parce qu'elles sont tellement banales en fait et acceptées. Donc je te relis ce passage et ça c'est super intéressant. Une partie de la raison pour laquelle nous sous-estimons les questions est la façon dont elles sont utilisées dans les écoles. Dans les écoles, elles ont tendance à n'exister, donc les questions, que brièvement avant de recevoir une réponse, comme des particules instables. Mais une très bonne question peut être bien plus que cela. Une très bonne question est une découverte partielle. Comment naissent de nouvelles espèces ? La force qui fait tomber les objets sur Terre est-elle la même que celle qui maintient les planètes sur leur orbite ? En posant même de telles questions, vous étiez déjà sur un territoire passionnant et nouveau. Donc en fait, c'est les questions que tu te poses qui t'orientent déjà sur le nouveau territoire que tu vas aborder. Pas la réponse, mais la nature de la question. Les questions sans réponse peuvent être des choses inconfortables à emporter avec vous, mais plus vous transportez de choses, plus grandes sont vos chances de remarquer une solution, ou peut-être, plus excitant encore, de remarquer que deux questions sans réponse sont identiques. Parfois, vous portez une question pendant longtemps. Un travail remarquable vient souvent du retour à une question que vous ne pouviez pas arrêter de vous poser pour la première fois des années auparavant dans votre enfance. Les gens parlent beaucoup de l'importance de garder vivants ces rêves de jeunesse, mais il est tout aussi important de garder vivants ces questions de jeunesse. C'est l'un des domaines où l'expertise réelle diffère le plus de l'image populaire. Dans l'image populaire, les experts sont certains. Mais en réalité, plus vous êtes perplexe, mieux c'est, tant que A. Les choses qui vous inquiètent comptent, et B. Personne d'autre ne les comprend non plus. Et donc là, Paul Graham nous dit, plus que les réponses, en fait, passe du temps sur les questions, parce que c'est les questions qui te permettent vraiment d'arriver, c'est les questions que tu nourris et tu gardes en tête pendant longtemps, même si elles sont pénibles et challengeantes. Plus tu les gardes longtemps et plus tu cherches des réponses par rapport à ça, et que tu les gardes actives, plus c'est ça qui t'amènera sur ta voie de faire du grand travail. Ensuite, il y a un rappel qui s'adresse aussi à moi, mais qui s'adresse surtout sur les perfectionnistes qui t'incitent. Comment Paul Graham te partage là une idée pour t'inciter à démarrer petit. À démarrer petit, même si tu as des grandes ambitions, même si tu as des questions énormes où tu as l'impression de devoir passer des heures à rechercher, commence aussi par créer, commence aussi par produire. Et là, il nous dit, les grandes choses commencent petit. Les versions initiales de grandes choses n'étaient souvent que des expériences, des projets parallèles ou des discours qui se sont ensuite transformés en quelque chose de plus grand. Commencez plein de petites choses. Être prolifique et sous-estimé. Plus vous essayez de choses différentes, plus vous avez de chances de découvrir quelque chose de nouveau. Comprenez cependant qu'essayer beaucoup de choses signifiera essayer beaucoup de choses qui ne fonctionneront pas. On ne peut pas avoir beaucoup de bonnes idées sans en avoir aussi beaucoup de mauvaises. Même s'il semble plus responsable de commencer par étudier tout ce qui a été fait auparavant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure littéralement, vous apprendrez plus vite et vous amuserez davantage en essayant des choses. Et vous comprendrez les travaux précédents. Et ça, c'est tellement intéressant et tellement parlant, en tout cas pour moi, qui personnellement j'ai tendance à me noyer dans l'étude, à me noyer dans l'analyse, et c'est un bon rappel que oui, mais c'est beaucoup plus fun et c'est beaucoup plus intelligent d'apprendre par l'expérience et par l'action, parce que c'est comme ça que tu apprends tout simplement. Tu peux étudier autant que tu veux, tu peux lire autant que tu veux sur comment faire du vélo, sur comment les cyclistes pédalent le plus rapidement, et quel est le degré et l'amplitude maximum la plus optimale pour pédaler. Tant que tu montes pas sur un vélo et que tu tombes pas la première fois, une deuxième fois, une troisième fois, t'apprendras pas à faire du vélo. Je continue la lecture. Comment passer d'un petit début à un grand projet ?
en faisant des versions successives. Donc là, Paul Graham t'explique littéralement que si tu as un grand projet, comment tu débutes, comment tu commences concrètement, comment est-ce que tu découpes ça en faisant des versions successives. Les grandes choses sont presque toujours réalisées en versions successives. Vous commencez avec quelque chose de petit et vous le faites évoluer. Et la version finale est à la fois plus intelligente et plus ambitieuse que tout ce que vous auriez pu planifier. Il est particulièrement utile de créer des versions successives lorsque vous créez quelque chose pour que les gens aient rapidement une version initiale sous les yeux, puis la fassent évoluer en fonction de leurs réponses. C'est cette idée de travailler de façon lean en fait, de sortir un premier produit, ship, c'est délivre, une première version, même si c'est imparfait, même si c'est pourri. L'important, c'est que le cœur de la valeur soit là et améliore petit à petit. Commencez par essayer la chose la plus simple qui puisse fonctionner. Étonnamment, c'est souvent le cas. Si ce n'est pas le cas, cela vous permettra au moins de démarrer. Et là, il nous parle de cette idée de première version qui ressemble à un jouet. Une première version d'un nouveau projet sera parfois considérée comme un jouet. C'est un bon signe quand les gens font ça. Cela signifie qu'elle contient tout ce dont une nouvelle idée a besoin, à l'exception de l'échelle, et cela aura tendance à suivre. Donc échelle, quand il dit échelle, c'est scale, donc le fait que ça puisse être délivré à de nombreuses personnes. Et là, ce qui me vient, c'est une histoire, plutôt une anecdote que mon père m'a racontée. Mon père, donc, il est auteur de BD, et dans le domaine de la bande dessinée, quand tu veux soumettre une nouvelle idée de bande dessinée, la pratique, le standard dans l'industrie, c'est de créer une espèce de rapport, une espèce de rapport de l'idée principale, une sorte de synopsis en fait. Et mon père m'a dit qu'il a toujours fait quelque chose de complètement différent et que c'est pour ça que ça a souvent, même toujours bien fonctionné pour lui. C'est que plutôt que d'arriver avec un rapport qui explique l'idée de la BD, il prenait en fait des feuilles A4 qui scotchaient les unes avec les autres et il faisait littéralement une ébauche de l'album entier, un peu comme un storyboard mais vraiment ultra brouillon, pour à la fin arriver chez l'éditeur avec une version finie de l'album mais brouillon en fait. Donc de cette manière, l'éditeur a littéralement l'album dans les mains, il peut voir déjà à quoi ressemblerait l'album. Et ça me fait vraiment penser à cette idée de première version d'un projet qui ressemble à un jouet parce que c'est imparfait, c'est pas sophistiqué, c'est pas parfait, mais c'est une première version. Et l'essence de la valeur est là parce qu'au moins l'histoire est dans l'album. Et donc l'idée, c'est de se demander, peu importe le projet que tu veux commencer, comment est-ce que tu peux faire une première version la plus brute, dont l'essence de ta grande idée, dont l'essence est déjà présente en fait. Il y a toujours une façon d'arriver à ça. Il faut être créatif, faut penser un petit peu de manière différente que tout ce qui se fait dans ton industrie. Mais c'est possible en fait. Et là, Paul Graham parle de l'alternative de ça, de travailler en petite version qui est de planifier. Et il tape un peu sur la planification, ce qu'il avait déjà commencé à faire dans le premier podcast qu'on avait vu, mais là, il y va encore un peu plus fort et c'est un bon rappel pour moi et peut-être aussi pour toi. L'alternative, au lieu de commencer avec quelque chose de petit, est de le faire évoluer et de planifier à l'avance ce que vous allez faire. Et la planification semble généralement être le choix le plus responsable. Cela semble plus organisé de dire « nous allons faire X et puis Y et puis ensuite Z » que « nous allons essayer X et voir ce qui se passe ». Et même si c'est plus organisé, ça ne marche tout simplement pas aussi bien. La planification en soi n'est pas bonne. C'est parfois nécessaire, mais c'est un mal nécessaire. Une réponse à des conditions impitoyables. C'est quelque chose que vous devez faire parce que vous travaillez avec des médias rigides ou parce que vous devez coordonner les efforts de nombreuses personnes. Et si vous gardez des projets petits et utilisez des supports flexibles, vous n'avez pas besoin de planifier autant et vos conceptions peuvent évoluer à la place. Là, l'anecdote qui me vient, c'est comme quand tu planifies un voyage en fait. C'est toujours cette même idée de quand j'ai planifié mon road trip en Australie, je me souviens, j'avais passé des semaines à planifier, je travaillais en tant que déménageur à l'époque à Melbourne et je planifiais, je voulais faire, au lieu de prendre la route de l'ouest qui passait par les superbes plages de Brisbane, de la Sunshine Coast, etc. Moi, j'avais choisi de passer par le sud et ça impliquait de passer par une espèce de désert. Et je planifiais. Et en parallèle, je bossais en tant que déménageur. Jusqu'au jour où je me suis fait virer de mon boulot et j'ai été forcé en fait de partir de Melbourne parce que j'avais plus de rentrée d'argent et je payais un loyer et donc j'ai été forcé de rentrer dans l'aventure en fait et tout le road trip s'est passé de cette façon, c'est-à-dire que je planifiais du jour au lendemain en fait. La veille de mon départ, j'ai regardé à quel camp j'irais camper en moto le lendemain
Et comme ça, pendant 14 jours, j'ai fonctionné où je planifiais littéralement seulement la journée du lendemain. Et parfois même, le plan se changeait parce que sur la route, je me prenais une tornade ou une averse et il fallait que je trouve un camp dans le village où j'étais actuellement. Et c'est pareil pour les projets en fait. Tu planifies souvent d'une façon, mais tu peux pas planifier les découvertes que tu vas faire pendant le chemin. Donc il faut rester flexible, il faut créer une première version et laisser de la place pour les surprises de la vie tout simplement. Et c'est comme ça que, de manière organique, ton projet prend une amplitude que tu n'aurais jamais pu imaginer avant. Ah, ça c'est une maxime que j'adore sur l'originalité. L'originalité est la présence d'idées nouvelles et non l'absence d'anciennes idées. Les personnes novices dans un domaine copient souvent les travaux existants. Il n'y a rien de mauvais en soi à cela. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre comment quelque chose fonctionne qu'en essayant de le reproduire. La copie ne rend pas nécessairement votre travail non original non plus. L'originalité est la présence d'idées nouvelles et non l'absence d'idées anciennes. Donc moi, ce que ça me dit, c'est inspire-toi des autres. Inspire-toi des autres au maximum, inspire-toi de ce qui a marché, inspire-toi de ce qu'ont fait des gens, des inventeurs, des créateurs, des entrepreneurs avant toi. Tant que tu ajoutes ta petite touche, tant que tu ajoutes ton idée personnelle, tant que tu ajoutes ta patte et tes questions personnelles, inspire-toi des autres. Pourquoi ne pas te reposer sur les épaules des géants en fait. L'originalité est la présence d'idées nouvelles et non l'absence d'anciennes idées. C'est magnifique comme phrase. Là, on a un passage qui parle de travailler, de choisir méticuleusement des gens avec qui tu travailles. Travaille avec des gens à qui tu veux ressembler, parce que tu vas leur ressembler. Recherchez les meilleurs collègues. Il y a beaucoup de projets qui ne peuvent pas être réalisés seuls. Et même si vous travaillez sur un projet qui peut l'être, il est bon d'avoir d'autres personnes pour vous encourager et pour échanger des idées. Cependant, les collègues n'affectent pas seulement votre travail, ils vous affectent également. Alors travaillez avec des gens à qui vous voulez ressembler, parce que vous finirez par leur ressembler. La qualité est plus importante que la quantité chez les collègues. Il vaut mieux en avoir un ou deux excellents qu'un bâtiment rempli d'assez bons. En fait, c'est non seulement mieux, mais nécessaire à en juger par l'histoire. La mesure dans laquelle le bon travail se produit en cluster suggère que ce sont souvent les collègues qui font la différence entre faire du travail remarquable et ne pas le faire. Comment savoir si vous avez des collègues suffisamment bons ? D'après mon expérience, quand vous en avez, vous le savez. Ce qui signifie que si vous n'êtes pas sûr, c'est probablement que ce n'est pas le cas. Mais il est peut-être possible de donner une réponse plus concrète que cela. Voici une tentative. Des collègues suffisamment bons offrent des idées surprenantes. Ils peuvent voir et faire des choses que vous ne pouvez pas. Donc si vous avez une poignée de collègues assez bons pour vous garder sur vos gardes dans ce sens, vous avez probablement atteint le seuil. Là, on a un passage sur le moral. Ça, j'adore ce passage qui parle du moral parce que je trouve que c'est une thématique tellement peu abordée dans l'entrepreneuriat. On n'entend jamais parler du moral. On entend toujours parler du courage, du mindset, du mental, mais pas du moral qui, selon moi, est un ingrédient. Maintenant que Paul Graham a mis des mots là-dessus, c'est pour ça que j'adore ces penseurs qui ont un vocabulaire tellement riche et une pensée tellement fine qui te permettent de mettre le doigt et de vocaliser des choses qu'on ne voit pas, mais une fois qui est vocalisé, paraît évidente. Écoute ça. Chouchoute ton moral. C'est la base de tout quand on travaille sur des projets ambitieux. Vous devez le nourrir et le protéger comme un organisme vivant. Le moral commence par votre vision de la vie. Vous êtes plus susceptible de faire du travail remarquable si vous êtes optimiste et si vous considérez comme chanceux plutôt que si vous vous considérez comme une victime. Vous êtes plus susceptible de faire du travail remarquable si vous êtes optimiste et si vous vous considérez comme chanceux plutôt que si vous vous considérez comme une victime. En gros, ce qu'il nous dit là, c'est peu importe tes circonstances, l'état d'esprit, la manière dont tu te câbles définit les résultats que tu vas attirer. C'est cette idée de, en gros, la loi de l'attraction, toutes ces idées un peu ouin-ouin, mais c'est vrai, en fait, la manière dont tu te câbles et les lunettes que tu vas utiliser pour voir le monde vont teindre la façon dont tu vas interagir avec le monde et donc vont influencer ce que le monde te renvoie et les résultats de tes actions. En effet, là c'est Paul Graham qui parle, en effet, le travail peut dans une certaine mesure vous protéger de vos problèmes. Si vous choisissez un travail pur qui a du sens pour vous, ces difficultés même vous serviront de refuge contre les difficultés de la vie quotidienne. C'est une forme d'évasion très productive et qui a été utilisée par certains des plus grands esprits de l'histoire. Donc c'est cette idée de dire que si tu as un quotidien difficile, travaille au moins à quelque chose qui t'intéresse.
pour chouchouter ton moral. Parce que le travail peut être un excellent moyen de préserver et de nourrir ton moral. Le moral s'améliore via le travail. Voilà, c'est ce que je disais là. Là, c'est Paul Graham qui parle. Un moral élevé vous aide à faire du bon travail, ce qui augmente votre bon moral et vous aide à faire un travail encore meilleur. Mais ce cycle fonctionne également dans l'autre sens si vous ne faites pas du travail remarquable. Cela peut vous démoraliser et rendre la tâche encore plus difficile. Puisqu'il est très important que ce cycle se déroule dans la bonne direction, cela peut être une bonne idée de passer à un travail plus facile lorsque vous êtes bloqué, juste pour commencer à faire quelque chose. Et il y a une idée d'un marketeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sean D'Souza, et un jour dans un podcast, il dit ce truc de quand tu as un projet que tu as mis sur pause pendant longtemps et que du coup tu dois investir cette énergie d'activation dont on a parlé dans le podcast précédent. Chaque projet a une énergie d'activation. Cette idée de dire, pour que la locomotive se lance, elle a besoin d'une grande impulsion d'énergie. Une fois qu'elle est lancée, tu as juste besoin de nourrir goutte par goutte, ou plutôt bûche par bûche, la locomotive. Mais l'inertie est déjà là. Mais quand tu as un projet sur pause depuis longtemps, ça peut être une bonne idée de commencer par des tâches qui peuvent sembler mais complètement débiles, comme par exemple refaire ton site internet ou refaire la couleur de ton site internet, sans pour autant perdre de vue que c'est pas l'objectif final, c'est juste un moyen de te remettre un tout petit peu dans l'action. Par exemple, tu réécris la section à propos de ta chaîne YouTube, ou tu refais une photo de profil, tu vois. C'est un moyen de plonger ton pied un petit peu dans le projet, mais à nouveau sans perdre de vue que c'est pas l'élément important du travail. C'est juste un moyen de te remettre en action, en inertie, et de après te mettre à bosser sur ce qui compte vraiment. Là, il y a une autre idée qui parle de pas trop s'identifier aux échecs. C'est Paul Graham qui dit « L'une des plus grandes erreurs que commettent les gens ambitieux est de laisser les échecs, entre guillemets, échecs, détruire leur morale d'un seul coup comme un ballon qui éclate. Vous pouvez vous protéger contre cela en considérant explicitement les retours en arrière comme faisant partie de votre processus. Résoudre des problèmes difficiles implique toujours un certain retour en arrière. » Là, il nous parle de la différence entre l'apprentissage et le burn-out. Ce n'est pas nécessairement un mauvais signe si le travail est une lutte, pas plus que d'être essoufflé en courant. Cela dépend de la vitesse à laquelle vous courez. Apprenez donc à distinguer la bonne douleur de la mauvaise. Une bonne douleur est un signe d'effort. Une douleur intense est un signe de dommage. Ça, c'est important aussi. Quelques idées supplémentaires sur le moral et les gens avec qui tu passes du temps. Les personnes avec qui vous passez du temps auront généralement un effet important sur votre morale. Vous constaterez qu'il y en a qui augmentent votre énergie et d'autres qui la diminuent. Et l'effet que quelqu'un a n'est pas toujours celui que vous attendez. Recherchez les personnes qui augmentent votre énergie et évitez celles qui la diminuent. Mais bien sûr, s'il y a quelqu'un dont vous devez vous occuper, cela prend précédence. N'épousez pas, là il parle carrément du mariage, n'épousez pas quelqu'un qui ne comprend pas que vous devez travailler ou qui considère votre travail comme une compétition pour attirer votre attention. Si vous êtes ambitieux, vous devez travailler. C'est presque comme une condition médicale. Donc quelqu'un qui ne vous laisse pas travailler ne vous comprend pas ou bien vous comprend et s'en fiche. En fin de compte, et là il parle plus de l'aspect physique, le moral est physique. Vous pensez avec votre corps, il est donc important d'en prendre soin. Cela inclut de faire de l'exercice régulièrement, de bien manger et de bien dormir et d'éviter les drogues les plus dangereuses. La course et la marche sont des formes d'exercice particulièrement efficaces car elles favorisent la réflexion. Les gens qui font du bon travail ne sont pas nécessairement plus heureux que tout le monde, mais ils le sont plus que s'ils ne travaillaient pas. En fait, si vous êtes intelligent et ambitieux, il est dangereux de ne pas être productif. Les gens intelligents et ambitieux, mais qui ne réalisent pas grand-chose, ont tendance à devenir amers. Et ça va contre l'idée en ce moment qui est très hype de cette work-life balance, tu sais, de l'équilibre travail, vie personnelle, etc. Et c'est cette idée que on a tous des drivers différents. Et si tu es quelqu'un d'ambitieux, si tu es quelqu'un qui est vraiment drivé par cette envie de créer, cette envie que tu sens que tu as été envoyé sur cette planète pour une raison et que peut-être que tu l'as pas encore identifié, peut-être que tu sais pas encore le travail remarquable sur lequel tu dois travailler, mais que tu sens que c'est là et que tu es en phase de le découvrir, eh ben, c'est une condition médicale pour toi de bosser dur en fait. L'ambition, c'est ta manière de t'exprimer et c'est ta manière d'épuiser ton énergie. Nietzsche dit que, à cette idée de la volonté de puissance, c'est que les gens ambitieux ont cette volonté de puissance qu'ils cherchent à dépenser en fait. Et t'as ton ambition, ton envie de travailler, ton envie de trouver le travail de ta vie et de l'accomplir, c'est la manière dont ta volonté de puissance cherche à s'exprimer et à se dépenser. Donc ça sert à rien si toi tu sens que tu as besoin de faire ça,
d'écouter les gens qui te disent non mais ne bosse pas, ou d'essayer de baisser cette intensité. À nouveau, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec cette idée de dire toute la sagesse, c'est de savoir faire la différence entre l'épuisement, en tout cas l'essoufflement ou la fatigue productive parce que tu es en train de bosser sur un projet qui toi te parle, et la fatigue qui te fait du dommage, à savoir c'est possible de travailler trop dur, ce que Paul Graham nous disait plus tôt. Là il nous parle de la concurrence et de l'idée de se comparer aux autres et de regarder les autres, et que tu devrais pas faire ça, tu devrais juste utiliser les autres comme un moteur pour te motiver à travailler plus dur, mais en aucun cas comme un guide pour choisir ce sur quoi tu devras travailler. La concurrence, c'est Paul Graham qui parle. La concurrence peut être un facteur de motivation efficace, mais ne la laissez pas choisir le problème sur lequel vous devez travailler pour vous. Ne vous laissez pas entraîner à poursuivre quelque chose simplement parce que les autres le font. En fait, ne laissez pas les concurrents vous inciter à faire quelque chose de plus que de travailler plus dur. Votre curiosité est votre meilleur guide. Votre curiosité ne ment jamais et elle en sait plus que vous sur ce qui mérite qu'on y prête attention. Et ça, c'est tellement, tellement important parce que j'ai l'impression que beaucoup, et moi aussi j'en suis victime, c'est tout simplement, là, ce petit passage dont Paul Graham parle, c'est ce qu'on aborde sans arrêt en disant ouais, on compare notre vie aux gens au feed Instagram des autres en fait. Et ce qu'il nous dit, c'est tu peux utiliser l'énergie et que les autres renvoient en montrant à quel point ils travaillent dur, utilise ça comme une motivation de travailler plus dur, mais ne laisse pas ça dicter la manière dont toi tu dois vivre ta vie. Tu es le seul qui peut te définir sur quoi tu dois focaliser tes efforts, sur quel problème tu dois focaliser ton énergie et quel est le travail de ta vie. Il n'y a que toi qui peux découvrir ça. C'est difficile parce que ça veut dire que personne ne peut trouver la réponse pour toi, tu dois le clarifier, mais tu es le seul sur ton chemin, tu dois tracer ta propre route. Utilise les autres comme une motivation, mais pas comme un cap ou comme un guide. Et là, on appuie encore, on enfonce encore plus le clou avec cette idée que la curiosité est le guide ultime. Remarquez à quelle fréquence le mot curiosité est revenu dans cet essai. Si vous demandiez à un oracle le secret pour faire du bon travail et que l'oracle répondait par un seul mot, je parierais sur la curiosité. Cela ne se traduit pas directement par des conseils, il ne suffit pas d'être curieux et de toute façon on ne peut pas susciter la curiosité, mais vous pouvez la nourrir et la laisser vous guider. La curiosité est la clé des 4 étapes pour faire un bon travail. Elle choisira le domaine pour vous, elle vous mènera à la frontière du savoir, elle vous fera remarquer ses lacunes et vous poussera à les exploiter. Tout ce process est une sorte de danse avec la curiosité. Ça c'est intéressant. Vous ne pourrez pas faire un travail remarquable tant que vous n'éliminerez pas au moins les absurdités liées au type de travail que vous voulez faire, qu'on vous a transmises à l'école. Une grande partie des absurdités laissées dans votre tête y sont laissées par les écoles. Nous sommes tellement habitués aux écoles qui considèrent inconsciemment qu'aller à l'école est identique à l'apprentissage, mais en fait, les écoles ont toutes sortes de qualités étranges qui déforment nos idées sur l'apprentissage et la réflexion. Par exemple, les écoles induisent la passivité. Depuis que vous étiez petit, il y avait une autorité devant la classe qui vous disait à tous ce que vous deviez apprendre et qui mesurait ensuite si vous l'aviez fait. Mais ni les cours, ni les tests ne sont intrinsèques à l'apprentissage. Ils ne sont que des artefacts et la manière dont les écoles sont habituellement conçues. Plus tôt vous surmontez cette passivité, mieux ce sera. Si vous êtes encore à l'école, voyez votre éducation comme votre projet et vos enseignants comme un associé pour vous plutôt que l'inverse. Ça, c'est un intéressant reframe. Si vous êtes encore à l'école, voyez votre éducation comme votre projet et vos enseignants comme un associé avec qui vous travaillez plutôt que l'inverse. Cela peut sembler exagéré, mais il ne s'agit pas simplement d'une étrange expérience de pensée. C'est la vérité économiquement parlant. Et dans le meilleur des cas, c'est aussi la vérité intellectuellement parlant. Les meilleurs professeurs ne veulent pas être vos patrons. Ils préféreraient que vous alliez de l'avant en les utilisant comme source de conseils plutôt que de vous laisser tirer par eux à travers les cours. Ça aussi c'est fascinant. Les écoles vous donnent également une impression trompeuse de ce qu'est le travail. À l'école, ils vous disent quels sont les problèmes et ils sont presque toujours solubles en utilisant seulement ce qui vous a été enseigné jusqu'à présent. Dans la vraie vie, vous devez non seulement déterminer quels sont les problèmes et souvent vous ne savez pas s'ils sont résolus. Donc c'est cette idée que dire, et c'est vrai quand ils pensent, c'est que dans la vraie vie, tu sais pas quels sont les problèmes à résoudre et tu sais pas quand est-ce qu'ils sont 100% résolus en fait. Quand tu cherches à
à apprendre à monter un business, tu es ignorant de ce que tu dois apprendre. Et tu es ignorant si ce que tu fais est bien. Et la seule manière de le savoir, c'est d'expérimenter, d'avancer, de laisser ta curiosité parler, d'apprendre des meilleurs, de les laisser te motiver à travailler, de t'entourer de collègues qui te tirent vers le haut et d'avancer en fait. Et là, il continue sur les écoles, mais peut-être la pire chose que les écoles vous font est de vous entraîner à gagner en trichant le test. Ça, c'est tellement intéressant. Vous ne pouvez pas faire du bon travail en faisant cela. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Alors arrêtez de chercher ce genre de raccourci. La façon de vaincre le système est de se concentrer sur les problèmes et les solutions que d'autres ont négligées pour ne pas lésiner sur le travail lui-même. Et là, c'est cette idée de dire ne perds pas du temps à chercher les hacks, les secrets, les tricheries. Focalise-toi sur le vrai travail, apprends, fais le meilleur travail possible et les résultats viendront comme ça. Et on va terminer ce podcast par littéralement la conclusion de l'essai que je trouve tellement parlante, tellement inspirante. J'adore vraiment cet auteur-là. En tout cas, cet essai-là, je le trouve tellement passionnant et je vais te lire la conclusion. Croyez-le ou non, j'ai essayé de rendre cet essai aussi court que possible. Mais sa longueur fait au moins office de filtre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous devez être intéressé à faire du bon travail. Et si c'est le cas, vous êtes déjà plus avancé que vous ne le pensez, car le nombre de personnes à le vouloir est restreint. Les facteurs permettant de faire un bon travail sont des facteurs au sens littéral et mathématique, à savoir la capacité, l'intérêt, l'effort et la chance. La chance, par définition, contre laquelle vous ne pouvez rien faire, nous pouvons donc l'ignorer. Et nous pouvons prédire que les efforts seront fournis si vous voulez réellement faire du bon travail. Le problème se résume donc à la capacité et à l'intérêt. Pouvez-vous trouver un type de travail où vos capacités et votre intérêt se combineront pour produire une explosion de nouvelles idées ? Voici des raisons d'être optimiste. Il existe de nombreuses façons différentes de faire du bon travail et bien d'autres encore restent à découvrir. Parmi tous ces différents types de travail, celui pour lequel vous êtes le plus adapté est probablement celui qui vous convient le mieux. Probablement un match comiquement serré. Il s'agit simplement de le trouver et de savoir jusqu'où vos capacités et votre intérêt peuvent vous y mener. Et la seule manière de répondre à cette question, c'est en essayant. Beaucoup plus de personnes pourraient essayer d'effectuer un travail remarquable que ce n'est le cas actuellement. Ce qui les retient, c'est un mélange de modestie et de peur. Il semble présomptueux d'essayer d'être Newton ou Shakespeare. Cela semble également difficile. Sûrement, si vous essayiez quelque chose comme ça, vous échoueriez. Vraisemblablement, le calcul est rarement explicite. Peu de gens décident consciemment de ne pas essayer de faire du bon travail. Mais c'est ce qui se passe inconsciemment. Ils évitent simplement la question. Alors je vais vous faire un tour sournois. Voulez-vous faire du bon travail ou non ? Maintenant, vous êtes obligé de décider consciemment. Désolé pour cela. Je ne l'aurais pas fait au grand public, mais nous savons déjà que vous êtes intéressé par la question. Ne vous inquiétez pas d'être présomptueux. Vous n'êtes pas obligé de le dire à personne. Et si c'est trop dur et que vous échouez, et alors ? Beaucoup de gens ont des problèmes pires que ça. En fait, vous auriez de la chance si c'est votre pire problème. Oui, il va falloir travailler dur. Mais encore une fois, beaucoup de gens doivent travailler dur. Et si vous travaillez sur quelque chose que vous trouvez très intéressant, ce que vous ferez forcément si vous êtes sur le bon chemin, le travail vous semblera probablement moins pénible que celui de beaucoup de vos pairs. Les découvertes sont là, attendant d'être faites. Pourquoi pas par vous ? Et c'est là que je vais te laisser sur cet essai de Paul Graham, super intéressant. J'espère qu'il t'a impacté autant que moi. J'ai fait de mon mieux pour traduire les idées. C'est compliqué de traduire les idées, de les rendre aussi impactantes en français qu'en anglais. Quand tu étudies, comme moi en tout cas, des textes en anglais et que tu essayes de les traduire en français, tu es constamment face à ce gap de... C'est presque comme si c'était deux langues dont l'objectif était différent. L'anglais, elle a une sorte de façon d'être orienté vers l'action, et le français c'est descriptif, ça décrit, mais c'est plus difficile d'aller directement droit au but. En tout cas, j'espère en tout cas que ça t'aura inspiré à aller de l'avant, à continuer à chercher le grand travail que toi tu veux faire, à laisser ta curiosité te guider. Et moi je te retrouve très prochainement dans un prochain épisode des mentors. Je te dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à le partager à un ami à qui tu penses que ça pourrait aider ou inspirer. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.